Au rendez-vous de l'histoire qui ont lieu aujourd'hui, demain et dimanche. Et maintenant, nous allons donc retrouver notre prochain invité, Nessim Znayen, qui est docteur en histoire et à terre à l'université d'Aix-Marseille et qui est en train d'animer une table ronde. Alors, pour y aller, il faut passer par un petit couloir et là, vous voyez la terrasse de l'Institut du monde arabe qui a une très 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 belle vue. Surtout avec ce soleil, mais regardez, c'est merveilleux. Et voilà, la table ronde c'est déjà terminée. Et nous allons rencontrer notre prochain invité, Nessim Znayen, qui est donc docteur en histoire et à terre à l'université d'Aix-Marseille. Je pense qu'on va avancer un tout petit peu. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça s'est passé votre table ronde? C'est pas à moi de le dire, mais ça s'est bien passé, je pense. Selon vous? Oui, je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu une demi-heure d'échange avec la salle, donc c'était très bien. D'accord, très bien. Parlez-nous un peu. Attendez, juste une seconde. Je pense qu'on va se mettre là. Voilà, c'est ça. Parlez-nous un peu du contenu de cette table ronde que vous venez d'animer. Et donc c'était une table ronde qui réunissait 3 spécialistes de l'alcool dans les mondes musulmans, parce qu'il y avait une spécialiste de la Turquie, moi qui étais sur l'Afrique du Nord, et puis Philippe Bourmeau sur le Proche-Orient. On essayait de voir en quoi l'alcool est un sujet politique ou utilisé politiquement par différentes personnes et dans différents buts à l'époque contemporaine. Et alors c'était quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'il y a plusieurs enjeux en fait liés à l'alcool. Il y a un enjeu religieux qui est très fort, notamment la personne qui parlait sur la Turquie a bien montré que Erdogan a essayé de faire de l'alcool un enjeu pour sa politique, mais que par ailleurs il y avait une partie de l'alcool qui correspondait à un enjeu économique. Il y a une vraie économie, c'est quelque chose, l'alcool qui fait vivre beaucoup de gens, et puis aussi des habitudes de consommation qui sont pas forcément liées à la religion, qui peuvent être des traditions et qui dépendent aussi des classes sociales. Les élites, par exemple, consomment plus d'alcool de manière plus ostensible que certaines autres catégories de la population. J'imagine que l'image, le cliché qu'il y a que les musulmans ne boivent pas d'alcool, c'est pas le cas. Oui, c'est ça. En fait, c'était le premier objectif de la table ronde, c'était un peu de déconstruire déjà l'idée que, en soi, les musulmans ne boivent pas d'alcool. Moi, j'ai essayé de montrer pour la colonisation que c'est une construction coloniale, c'est-à-dire à la fois des colonisateurs et des colonisés, pour qui c'est intéressant d'essayer de séparer la différence entre un Européen chrétien et un Arabe musulman. C'est important de les séparer parce que c'est pas les mêmes mondes. On veut montrer que ce sont des gens différents. On utilise certains marqueurs vestimentaires, par exemple, mais aussi certains marqueurs alimentaires, comme la consommation d'alcool. Est-ce que ça a donc marché? Est-ce que la colonisation a eu un vrai impact sur la consommation d'alcool dans ces pays? Oui, alors il y a à la fois un impact en termes de consommation, c'est-à-dire que c'est une période où on consomme davantage. On consommait déjà avant, mais on consomme davantage parce que notamment il y a de nouveaux marchés qui se créent, des Européens qui arrivent aussi et qui stimulent davantage la consommation d'alcool. Mais ça a un impact aussi en termes de lois prohibitives, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui naissent au moment de la colonisation qui ont toujours pas été supprimées actuellement, même s'ils sont pas forcément appliquées, qui consistent par exemple à interdire aux musulmans de boire de l'alcool. Ça, c'est une loi qui a été créée par des administrateurs français et qui existe toujours aujourd'hui. Justement pour créer cette différence, vous avez dit. Oui, voilà, c'est pour créer cette différence. Et puis de l'autre côté, beaucoup d'élites locales sont d'accord avec cette loi parce que il s'agit aussi de montrer que nous, on n'est pas la même chose que les Européens et de montrer aussi que si cette loi existe, c'est parce que il y a une consommation d'alcool en plus et ça montre les effets négatifs de la colonisation. Si on faisait pas de loi, ça voudrait dire que les Européens ne sont pas venus avec l'alcoolisme et qui dit alcoolisme dit vice, dit ruine des familles, etc. Et donc, en fait, ça veut dire que s'il n'y a pas de loi en France qui interdit l'alcool, c'est que les Français ne boivent pas. Bon, en fait, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il n'y a pas forcément les mêmes lois parce que on n'est pas dans le même contexte. Il y a un contexte de colonisation, donc de domination, qui est plus important en Afrique du Nord, mais il y a quand même des idées qui sont
qui sont les mêmes. Et la personne qui parlait sur la Turquie disait ça aussi, c'est-à-dire que par exemple, on a très longtemps différencié en France les alcools et puis le vin et la bière, en disant le vin et la bière c'est pas des alcools, c'est des boissons rafraîchissantes, c'est très bien pour la santé. Et en fait, ça a existé aussi en Afrique du Nord pendant très longtemps, le fait de dire c'est pas bien de boire des alcools forts, de l'absinthe, mais c'est bien de boire du vin. Et ça existait aussi en Turquie. La personne qui parlait de la Turquie disait que les grandes marques de bière ont sponsorisé les équipes de basket jusque dans les années 1980, que c'était très très bien vu de faire du sport et de boire une bière dans le même temps pour se rafraîchir dans la Turquie jusqu'à assez récemment finalement. C'était des bons joueurs alors? Alors l'histoire ne le dit pas, mais il se trouve que la Turquie a eu quand même des grandes équipes de basket, donc finalement ça ne devait pas les empêcher de marquer des paniers. Alors, vous avez dit que l'alcool faisait aussi partie intégrante de certains rituels religieux. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-uns? Bon, alors ça c'est effectivement particulier, notamment des sociétés soufis. La personne qui devait en parler n'était pas là, mais il y a certaines sociétés, notamment du côté de la Turquie, et c'est 25% quand même des musulmans de Turquie qui sont des Alevis, des Bektachis. C'est une certaine catégorie de l'islam où parmi les rites de consommation d'alcool qui sont liés à l'idée d'essayer d'avoir une relation un peu spirituelle avec Dieu, il y a des danses, des relations de transe, et puis aussi éventuellement des consommations d'alcool pour pouvoir essayer d'avoir une nouvelle connexion avec le divin. Ce ne sont pas la majorité des musulmans, mais ça existe, et notamment dans la Turquie contemporaine. Il y a un autre cliché qui dit que l'alcoolisation dans le monde arabe, c'est un phénomène masculin. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, ce qui est sûr, c'est que il y a une dimension de genre, c'est-à-dire que pour les sources en histoire et puis bon, peut-être également à l'époque actuelle, c'est moins bien vu pour une femme que pour un homme de boire de l'alcool, et notamment en public. Et ce qui est sûr, c'est que à la fois à l'époque contemporaine, et je pense pour le Maghreb, et puis à l'époque pour moi de ma spécialité qu'est la colonisation, une femme qui boit, c'est une prostituée. C'est-à-dire que dans les sources, dans la vision des colonisateurs qui sont des hommes, on ne peut pas envisager une femme qui dévie aussi autant de la morale si elle ne dévie pas de la morale de toutes les manières, c'est-à-dire pour l'alcool, pour également le sexe, pour également la consommation de drogue par exemple. C'est toujours le cas aujourd'hui? Bon, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il reste quand même une dimension genrée. C'est-à-dire que c'est plus. Enfin, moi, j'ai vécu 3 ans en Tunisie, et c'est évident que c'est plus difficile de boire une bière pour une femme dans certains quartiers de Tunis que pour un homme. Il y a des exceptions à cela. Il y a des lieux, par exemple, je pense aux grands hôtels internationaux où il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Donc, il y a aussi une question de classe sociale derrière ça. Il y a une question de genre, mais pour les classes sociales les plus élevées, c'est aussi plus facile pour les femmes de boire de l'alcool que dans les classes sociales les plus pauvres. D'accord, merci beaucoup. Nessim Znayen, vous êtes donc docteur en histoire et à terre à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste du sujet l'alcool et l'islam. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir rejoints pour ce Facebook Live dédié à la 5e édition des rendez-vous de l'histoire ici à l'Institut du monde arabe. On sera de retour demain vers midi avec un nouveau Facebook Live encore une fois, dédié à cette 5e édition des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe qui ont comme thème principal le corps. Mais demain, ça sera sous d'autres angles, comme par exemple les troubles dans le genre dans le monde arabe. Donc, j'espère. À demain. Merci.